Salut les amis, bien ou bien, ou bien, ou bien. Vous avez aimé Robocop, vous avez aimé Terminator, vous avez aimé Bienvenue à Gattaca. Bonne nouvelle, c'est pour bientôt. Et oui les amis, parce que la réalité devrait bientôt rejoindre la fiction. C'est du moins ce qui ressort du dernier ouvrage de Laurent Alexandre, La guerre des intelligences. C'est un livre qui questionne, c'est un livre qui secoue. Que faut-il en penser? C'est ce qu'on va voir maintenant. Pour commencer, quelques mots sur l'auteur. Laurent Alexandre, qui est ce monsieur? Je dois avouer que moi je le connaissais pas et j'ai découvert Laurent Alexandre avec son ouvrage. Je me suis vite rendu compte que c'était une personnalité qui divise, une personnalité qui laisse pas indifférent. J'ai pu me rendre compte très concrètement à la suite de comptes rendus de son livre que j'ai publié sur LinkedIn, qui ont suscité pas mal de réactions. Et dans ces réactions, il y avait deux critiques qui revenaient régulièrement. Laurent Alexandre était parfois qualifié de gourou et il était parfois qualifié de charlatan. Pourquoi tant de haine? Je pense que ça vient du fait que Laurent Alexandre, c'est un auteur à succès qui s'exprime sur des sujets techniques. Et donc du coup, il s'expose aux critiques de spécialistes des disciplines en question. Et dans ces critiques, il y a sans doute une part de vérité, mais il y a peut-être aussi une part de jalousie, parce que ces spécialistes ont peut-être pas forcément la visibilité qu'ils aimeraient avoir, et ça doit les énerver de voir qu'un personnage grand public est capable de diffuser leur sujet auprès du plus grand nombre. Du coup, pour qu'on se fasse notre propre idée, je vous propose qu'on regarde ce que donne Laurent Alexandre en vrai, en conférence, lorsqu'il s'exprime face à un public. Il va falloir que l'ensemble du tissu économique et que la société civile comprennent en Europe que si nous n'avons pas des plateformistes à l'échelle des Chinois et puis des Américains, nous serons, excusez la formule, le Zimbabwe de 2080 à l'Europe. Je trouve qu'il y a ici quelque chose de sympathique, dans le sens où Laurent Alexandre a l'air convaincu des idées qu'il défend, et il a vraiment envie d'amener les gens à une prise de conscience. Donc il y a une dimension citoyenne, une dimension politique, une dimension engagée chez Laurent Alexandre que je trouve plutôt intéressant. Laurent Alexandre, c'est aussi ça. Dans nos écoles, nos tout-petits à la crèche, au moment où il se forme 1 million de synapses à la seconde dans le cerveau du petit enfant, ils sont formés par des gens qui ont un CAP, alors que c'est la phase la plus cruciale de la formation du cerveau. Il faudrait mettre des bacs +10 dans les crèches. Nous avons tout faux. Nous mettons les meilleurs pour former les cerveaux de silicium, les moins bons, même s'ils sont bien intentionnés pour former les neurones. Si à la fin, ça se passe mal, nous l'aurons cherché. Il est difficile d'être plus... Là, moi, ce que je vois, c'est un homme qui s'éclate sur scène, un homme qui sait jouer avec son public, un homme qui sait comment créer un buzz. Vous avez mon compte Twitter et je vous invite à tweeter. Et du coup, cette stratégie, c'est à double tranchant. Parce que quand on veut créer un buzz, on risque de susciter des réactions vives, qu'elles soient positives ou négatives. Venons-en maintenant au cœur du sujet, la guerre des intelligences, de quoi ça parle? En vérité, l'auteur dans son livre ne parle pas d'une guerre entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle, parce que pour lui, cette guerre, on l'a déjà perdue. L'objet de son ouvrage, c'est la manière dont il faudrait réinventer l'école pour que l'humanité ait encore une place dans le monde de demain. La première partie de l'ouvrage est un jugement sans appel. Il va y avoir aucun métier qui sera épargné par le tsunami de l'intelligence artificielle. Et donc, il va vraiment se poser la question de l'utilité de l'humain dans le monde de demain. Et ce d'autant plus que, selon l'auteur, l'institution qui est censée développer l'intelligence humaine, l'école, c'est une technologie rudimentaire qui peut pas être en compétition avec la manière dont l'intelligence artificielle se développe. Il donne des exemples, c'est que ça prend en gros 30 ans pour pouvoir former un ingénieur, pour pouvoir former un radiologue, pour pouvoir former un avocat en utilisant l'école. En comparaison, ça prend que quelques secondes pour dupliquer une intelligence artificielle qui est tout aussi compétente.
L'auteur, dans la seconde partie de l'ouvrage, développe sa critique de l'école. Donc pour lui, le problème, c'est que les gens qui sont chargés de développer l'intelligence humaine, eh ben, ils ne sont pas forcément compétents en matière d'intelligence, et puis ce n'est pas non plus les gens les plus compétents au sein de la société. Il rappelle souvent qu'un ingénieur, un informaticien qui travaille au développement de l'intelligence artificielle, il est beaucoup mieux payé et beaucoup plus qualifié qu'un professeur qui est chargé au développement de l'intelligence humaine. L'autre raison pour laquelle l'école des humains n'est pas concurrentielle vis-à-vis de l'école de l'intelligence artificielle, c'est que l'école de l'intelligence artificielle, elle est eugéniste, dans le sens où tous les jours, il y a des dizaines de milliers d'intelligences artificielles qui sont développées, et à la fin de la journée, on garde que les meilleurs. Alors que l'école, l'objectif, c'est d'essayer de travailler avec l'ensemble des petits DOM, quelles que soient leurs compétences. Dans la suite de son livre, dans les dernières parties, l'auteur présente le tableau de ce à quoi devra ressembler l'éducation humaine si on veut encore avoir une place dans le monde de demain. Cette éducation reposera sur deux piliers. D'une part, cette éducation sera eugéniste, dans le sens où on va sélectionner avant la naissance les êtres qui auront le plus haut potentiel. Et le second pilier, ce sera le transhumanisme. On va commencer à développer artificiellement l'intelligence humaine en s'introduisant des puces dans le cerveau. Voilà ce que je peux vous dire pour résumer brièvement le contenu de l'ouvrage. Je sens qu'il y en a certains d'entre vous qui sont déjà en train de grincer des dents. Ne vous en faites pas, il va y avoir une partie dédiée à la critique de l'ouvrage, mais avant ça, je vous propose qu'on entre dans l'analyse, qu'on regarde un peu en détail comment l'auteur défend sa thèse, sur quels arguments il l'appuie. La thèse de l'auteur est claire, nette et précise, ça on ne peut pas lui enlever. Il soutient que l'éducation est amenée à devenir une branche de la médecine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans un avenir très proche, éduquer, ça reviendra à intervenir directement sur le cerveau humain en utilisant des techniques qui ont d'abord été développées dans le domaine de la médecine. L'auteur soutient cette thèse sur deux grands arguments. Premièrement, il soutient, comme on l'a vu, que l'école est inefficace pour développer l'intelligence humaine. Et deuxièmement, il soutient qu'il va falloir faire d'immenses progrès dans notre efficacité à développer cette intelligence humaine si on veut que les humains aient encore une utilité et encore une place dans le monde de demain. Pourquoi l'école est inefficace à développer l'intelligence humaine? Eh bien parce que pour l'auteur, tout serait joué avant que les enfants entrent à l'école. Même si on a tendance à surestimer l'impact que l'école, l'impact que l'environnement, l'impact que le travail peut avoir sur le développement de l'intelligence, et selon lui, l'intelligence c'est en grande partie une question génétique. Donc c'est déjà joué au départ. Donc l'école intervient trop tard si on voulait que l'école puisse développer l'intelligence humaine. Donc on a d'un côté cette critique de l'école comme une institution qui est inefficace pour développer l'intelligence humaine, et de l'autre côté on a cette idée qu'il va y avoir un tsunami d'intelligence artificielle qui va faire que pour pouvoir avoir une place dans le monde de demain, pour avoir un métier dans le monde de demain, il va falloir avoir des compétences cognitives, il va falloir avoir un QI extrêmement élevé. C'est pour ça que l'auteur est convaincu que l'école, à l'avenir, ça va devenir une branche de la médecine, parce qu'on n'aura pas le choix. On a donc une thèse claire qui est soutenue par des arguments. Est-ce qu'il faut être convaincu pour autant par l'argumentation de l'auteur? C'est ce qu'on va voir maintenant. Je commence par le côté positif. C'est un ouvrage qui se lit très bien, c'est un ouvrage qui est intéressant et c'est un ouvrage qui est stimulant. C'est stimulant parce que ça m'a vraiment convaincu que l'intelligence artificielle c'était un enjeu et j'ai maintenant vraiment envie d'en savoir plus. Et l'auteur donne d'ailleurs tout un tas de références pour les gens qui voudraient approfondir. Donc c'est ce que je vais faire. J'ai envie d'en apprendre beaucoup plus sur ce sujet-là et de partager avec vous le résultat de mes lectures. Donc ça c'est très positif. L'auteur traite son lecteur comme un interlocuteur, il lui donne les moyens d'approfondir et il écrit d'une façon claire et stimulante, si bien que j'ai passé un bon moment en le lisant. Pour le côté négatif à présent, j'ai une critique et j'ai un point de désaccord plus fondamental, un point de désaccord éthique avec l'auteur. Alors pour ce qui est de ma critique théorique, je pense qu'il y a un problème dans le procès que l'auteur fait à l'école.
En gros, ce qu'il dit, c'est que la fonction de l'école, ce serait de développer l'intelligence, et comme elle ne le fait pas bien, l'école est amenée à disparaître parce qu'il y a des technologies qui vont être beaucoup plus efficaces pour développer l'intelligence. Mais la fonction de l'école, c'est pas seulement de développer l'intelligence. La fonction de l'école, c'est également de former des citoyens. C'est de permettre à des enfants d'apprendre à vivre en communauté sous l'autorité d'un adulte pour qu'ils apprennent à coopérer ensemble, pour qu'ils développent des valeurs qui vont faire qu'ils vont pouvoir bien s'insérer dans la société. Donc évidemment que l'école pourrait faire ça mieux, mais le développement de la citoyenneté, c'est quelque chose qui, je pense, ne peut pas être remplacé par des technologies qui relèveraient du domaine médical. Ça suppose des interactions entre individus et c'est pas quelque chose qu'on peut programmer. C'est quelque chose qui se développe par la pratique et dans les relations interpersonnelles. Donc je pense que c'est un peu léger de condamner l'école en identifiant la fonction de l'école au développement de l'intelligence. Alors maintenant, le point éthique, le point de désaccord plus fondamental avec l'auteur, en fait j'ai un problème avec le futur qu'il décrit et avec la manière dont il conçoit la position de l'homme dans ce futur. En gros, ce que l'auteur nous dit, c'est que si l'humain veut survivre en tant qu'espèce, il va devoir réfléchir à sa complémentarité vis-à-vis de l'intelligence artificielle. C'est comme ça qu'il l'aborde. Aujourd'hui, on devrait commencer à réfléchir en termes de qu'est-ce que l'intelligence artificielle va me laisser comme place dans la société, qu'est-ce que j'ai intérêt d'investir comme domaine pour pouvoir être complémentaire de l'intelligence artificielle. Ça, si vous voulez, je trouve que éthiquement, ça va pas. Pour moi, c'est un petit peu comme une position d'abandon, une position de soumission. Et ça, c'est une position que je n'accepte pas parce que je suis profondément humaniste. Et je pense qu'avant de considérer qu'il va falloir modifier la nature de l'homme pour qu'il puisse s'adapter au futur, je pense qu'il y a un gros travail à faire pour améliorer l'humain. Donc avant de réfléchir aux manières dont on pourrait augmenter l'humain, je pense qu'il faut se battre beaucoup plus fort pour améliorer l'humain. Donc améliorer l'humain, c'est une perspective qui est humaniste. Augmenter l'humain, c'est une perspective qui est transhumaniste. Et moi, je suis fondamentalement humaniste et je pense qu'il y a encore un beau combat à mener sur ce plan-là. Mais il y a aussi une dimension esthétique. Je trouve que le monde dans lequel se projette l'auteur, c'est moche. En fait, c'est moche, ça me choque esthétiquement. Pourquoi ? Quand vous regardez tous les films avec lesquels on a grandi, tous les films qui ont essayé de décrire ce monde de demain, qu'est-ce qui est beau dans ces films ? Ce qui est beau dans ces films, c'est pas l'humain qui essaie de devenir une machine. Ce qui est beau dans ces films, c'est quand les machines s'humanisent. I know now why you cry, but it's something I can never do. Ce qui est beau également dans les films qui essaient de nous projeter dans le monde de demain, au niveau de la relation entre l'humain naturel et l'humain augmenté, ce qui est beau, c'est quand l'humain naturel, par sa volonté et par son courage, arrive à se dépasser et à atteindre le niveau, à doubler l'humain augmenté. Are you all right, Jerome? Terrific. Pour moi, la solution, ça consiste pas à abandonner notre nature, ça consiste pas à modifier notre nature, ça consiste au contraire à puiser ce qu'il y a de meilleur dans notre nature. Et ça, c'est ce que je vous propose qu'on fasse ensemble. Comment est-ce qu'on va se préparer ? On va faire ce qu'on sait faire le mieux. On va lire, on va penser, on va parler et on va agir.